Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de mécanique du cours sur le frottement solide. Dans la première vidéo, on avait expliqué qu'on s'intéressait à deux solides en contact l'un avec l'autre et on avait défini la notion de vitesse de glissement de l'un par rapport à l'autre. Et maintenant, ce à quoi on va s'intéresser, c'est les interactions entre les deux solides. Donc on va voir, on sait qu'il existe une réaction normale qui empêche le solide du dessus de traverser le solide du dessous. Mais on va voir aussi que quand il existe une vitesse de glissement, il peut exister une interaction tangentielle, une action tangentielle, lorsque le solide du haut glisse sur le solide du bas, mais même aussi quand le solide du haut adhère sur le solide du bas. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par présenter des situations d'adhérence, de glissement, afin de définir ces deux concepts. Et puis ensuite, on va présenter les lois qui permettent d'étudier le mouvement de ces solides l'un par rapport à l'autre, dans les situations d'adhérence et de glissement. Et ça, ce sont les lois de Coulomb. Donc on donnera l'énoncé de ces lois de Coulomb, on donnera aussi la méthode pour les appliquer, et puis enfin on résolvera l'exercice qui est présenté ici, qui est le premier exercice d'application des lois de Coulomb. Alors, soit vous connaissez les lois de Coulomb, donc vous pouvez directement passer à chercher cet exercice, sinon vous suivez le cours, et en fait il sera corrigé à la fin de la vidéo. Voilà. Nous nous intéressons à deux solides qui sont en contact, donc par exemple un solide S2, que je représente ici, qui est en contact avec un solide S1 qui est représenté ici. Et nous allons nous intéresser dans ce cours aux interactions entre ces deux solides en contact. Alors pour cela, nous avions défini une grandeur précédemment qui était la vitesse de glissement du solide 2 par rapport au solide 1, que nous avions défini en introduisant le point I de contact entre les deux solides. Et nous considérions ce point I qui était immobile dans S2, donc c'est un point fixe de S2, donc je dis la vitesse de I qui est un point de S2, et cette vitesse quand elle est observée par le référentiel associé au solide S1. Ça définit la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1, qui est quelque chose qui va être important dans ce cours. Et en plus, si on se limite au cadre du programme, c'est-à-dire au cas où S2 est en translation par rapport à S1, alors on peut montrer que tous les points de S2 ont la même vitesse par rapport à S1. Donc cette vitesse-là, la vitesse de glissement, je peux l'estimer en regardant le point I, mais je peux l'estimer en regardant n'importe quel autre point de S2. Et donc, à ce moment-là, la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1, c'est défini comme la vitesse de n'importe quel point M qui est immobile dans S2, qui appartient à S2 par rapport à S1. Donc ça, c'est pour tout point M appartenant à S2. Donc voilà, cette définition étant rappelée, la vitesse de glissement, on va pouvoir vraiment maintenant étudier les situations d'adhérence et de glissement et énoncer les lois de Coulomb. Alors, pour cela, on va partir d'exemples. On a 4 exemples qui sont représentés ici, et pour chacun des exemples, on nous demande de déterminer la direction de la vitesse de glissement du solide S par rapport au support, et de prévoir le sens de l'action tangentielle du support sur S. Donc, bon, ici, on nous dit, on est S qui adhère sur un plan incliné. Donc si S adhère sur un plan incliné, il ne glisse pas, et donc sa vitesse de glissement, c'est la vitesse de ce point-ci qui appartient à S, bien ici la vitesse de glissement, elle est nulle. Mais si ce solide S n'adhère pas, c'est qu'il y a en fait une force qui l'empêche de glisser, et cette force, on nous demande ici l'action tangentielle associée, eh bien ça va donc être une action tangentielle vers le haut, comme ceci. Je vais faire d'une autre couleur, une action tangentielle vers le haut, qui empêche le solide de glisser, et donc ça c'est une action du support sur S, qui est ici, là c'est l'action tangentielle du support sur S. Bien sûr, vous savez que le support en plus exerce une réaction normale qui empêche le S de tomber, là, à travers le support, mais en plus de cette action normale, il y a ici une action tangentielle qui empêche le S de glisser. Alors maintenant, imaginons que S glisse. Ça, c'est l'exemple 2. Si S glisse, il a donc le point I qui est ici se déplace vers la droite comme ça, et là, nous avons la vitesse de glissement de S qui est ainsi. Eh bien, il peut exister une action du support dans l'autre sens, qui là va non pas stopper la descente de S du plan incliné, mais qui va freiner S lors de sa descente. Donc vous voyez que la composante tangentielle, donc j'efface la composante normale ici parce qu'on nous demande de représenter que l'action tangentielle du support sur S, elle est dans ce sens-là. Alors maintenant on nous dit, un troisième exemple,
S, après qu'on lui ait fourni une impulsion initiale, remonte un plan incliné. Donc la vitesse de glissement, c'est-à-dire la vitesse du point de contact ici, mais qui est la vitesse de n'importe quel point de S, elle est ainsi. La composante tangentielle de l'action, ici, du support sur S, eh bien, elle va s'opposer au glissement de S sur le support, et donc, elle va être orientée ainsi. Donc, voici la troisième représentation de l'action tangentielle. Et maintenant, quatrième exemple, un petit peu plus compliqué, nous avons un tapis roulant qui tourne, hein, là, qui est en régime établi, qui tourne à une certaine vitesse, et dessus, on va poser le support S, initialement immobile, mais qui va être entraîné par l'avancée du tapis roulant. Et donc, initialement, le support S est immobile, mais comme il est sur un tapis qui va à une certaine vitesse, ben, petit à petit, il va se mettre aussi à avancer vers la droite, le support S, et on cherche un petit peu à déterminer la vitesse de glissement et la composante tangentielle. Alors, il faut bien comprendre que c'est le tapis, cette fois-ci, qui met en mouvement S, et donc que la composante tangentielle, je vais la dessiner ici, comme ça, en jaune, pour bien la voir, la composante tangentielle, ce sera la force motrice de S, et donc elle sera voilà, vers la droite, comme ça. La composante tangentielle est vers la droite. Et alors la vitesse de glissement. Alors là, la vitesse de glissement, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que c'est que la vitesse de glissement? Donc on va la définir. La vitesse de glissement, ici, ça va être la vitesse de n'importe quel point de S quand on les observe depuis le tapis. D'accord, ça c'est la définition. Alors si donc il faut imaginer que ce sont des observateurs qui sont assis sur le tapis, qui regardent le solide S. Alors mettons-nous un petit peu à leur place. Les observateurs ici sont là et voient un solide qui vient d'être déposé. Mais ces observateurs, si on les regarde depuis le sol, on les voit bouger à la vitesse du tapis et on voit que le solide VS a une vitesse VS qui est inférieure à la vitesse du tapis. Donc ça, c'est ce qu'on regarde depuis le sol, ce qu'on voit depuis le sol. Mais si maintenant on regarde ce qui se passe depuis les observateurs, eh bien on va s'apercevoir qu'en fait, le solide se déplace vers la gauche, vu qu'il a une vitesse, quand on le regarde depuis le sol, qui est plus petite que la vitesse du tapis. Autrement dit, la vitesse de glissement, ici, est vers la gauche. Donc la vitesse de glissement du solide S est vers la gauche, puisque vu depuis des observateurs présents sur le tapis, le solide se déplace vers la gauche. Donc, voilà ce que nous avons vu. Et nous avons vu que dans chaque cas observé, la force tangentielle était de direction opposée à la vitesse de glissement. Donc, vous avez vu, dans ce cas-là, c'est le cas. Dans le cas numéro 3, c'est le cas également. Dans le cas numéro 2, on retrouve encore T et vitesse de glissement qui sont de sens opposé. Et dans le cas numéro 1, bah, la vitesse de glissement est nulle. Donc là, on ne peut pas appliquer... on a adhérence. Donc là, on avait un cas d'adhérence avec vitesse de glissement nulle et l'existence d'une force tangentielle. Et ici, 3 cas, qui étaient ici des cas de glissement. Donc là, c'était des cas de glissement. Nous avions observé que T et VG étaient de direction opposée. Donc un cas d'adhérence et 3 cas de glissement que nous venons d'étudier. Alors, la force T, c'est l'action tangentielle exercée par le support. C'est ce qu'on va appeler la force de frottement solide. C'est du frottement entre deux solides, donc on appelle ça la force de frottement solide. On peut aussi imaginer des exemples où, donc là j'ai remis les exemples 2 et 3, donc le solide S qui descend la pente ou qui la remonte, ici, dans l'exemple 3. On peut imaginer que le support, ici, dans un cas particulier, serait de la glace. Quelque chose qui frotte très très peu, et donc on pourrait négliger l'action du support sur le solide. Et donc dans ce cas-là, on aurait glissement, on aurait bien une vitesse de glissement, mais sans frottement, puisque vous auriez une composante, une action tangentielle qui serait nulle. Ça c'est le cas du glissement sans frottement. Voilà, composante tangentielle de l'action du support sur S qui est nulle dans les deux cas. Alors, on va donc pouvoir poser du vocabulaire. On appelle adhérence, donc l'adhérence d'un solide sur un autre, c'est caractérisé par une vitesse de glissement nulle. Et si la vitesse de glissement est non nulle, on parle alors de glissement. Donc voilà, les deux situations que nous allons étudier dans ce cours, c'est un solide qui adhère à un support ou un solide qui glisse sur un support. Alors pour étudier ça, on a ce qu'on appelle les lois de Coulomb. Alors déjà, définissons bien les notations que nous allons utiliser. Nous allons considérer un solide S1, et sur ce solide S1, un autre solide S2 en contact. Nous allons appeler
le vecteur normal ici, au point de contact, normal et unitaire, n 1 vers 2. Donc ça c'est juste un vecteur perpendiculaire à l'interface et unitaire, donc de norme 1. Et donc nous allons définir les actions de contact de 1 sur 2. Les actions de contact de 1 sur 2, elles se décomposent en deux parties. Il y a une composante qui est normale à l'interface, qu'on appelle n, et une composante qui est tangentielle à l'interface, qu'on appelle t. Alors que je dessine ici vers la droite, mais dessinée vers la droite arbitrairement, elle pourrait être vers la gauche ou vers le fond. Elle est forcément dans le plan tangent aux deux solides, donc dessinée vers la droite arbitrairement ici. Donc voilà les notations que nous utilisons. N et T seront les actions de contact exercées par 1 sur 2. Donc la composante normale et la composante tangentielle. La force résultante, eh bien c'est R qui va donc être la somme des deux, que je vais dessiner ici en bleu foncé par exemple, qui sera comme ceci. N plus T, c'est la réaction, c'est la force résultante totale de S1 sur S2. Alors il n'existe pas de relation générale qui permettrait de déterminer T et N, mais on va avoir des lois de Coulomb qui vont nous permettre, en plus de l'application par exemple de lois de la mécanique comme la seconde loi Newton, de déterminer l'expression de T et N dans plusieurs situations qu'on fera ensuite. Alors énonçons les lois de Coulomb. Alors il y a des lois de Coulomb sur la composante normale et sur la composante tangentielle. Alors sur la composante normale c'est assez simple. La loi de Coulomb elle dit juste que la composante normale est de même sens que le vecteur qui va de 1 vers 2. Du vecteur normal qui va de 1 vers 2. C'est-à-dire que la composante normale, elle repousse toujours le solide 2 du solide 1. Elle empêche en fait le solide 2 de pénétrer dans le solide 1. C'est résultat de répulsion à l'échelle atomique. Et donc ça, mathématiquement, ça s'écrit comment? Et ben ça s'écrit juste que la composante normale scalaire n12, c'est une grandeur positive, c'est-à-dire que n et n12 ont le même sens. Et la rupture d'adhérence s'obtient par exemple quand n égale 0, ou que cette grandeur-là devient négative. Là ça veut dire qu'il y a un problème, et en fait il n'y a plus adhérence, il n'y a plus contact, en fait il n'y a plus de contact, pardon, entre le solide 1 et le solide 2, donc je reprends. La rupture de contact, et non pas d'adhérence, excusez-moi, la rupture de contact entre les deux solides 1 et 2 est rompue lorsqu'on obtient cette inégalité qui n'est plus vérifiée. Donc le cas le plus connu, c'est par exemple quand n égale 0, on a rupture du contact. Donc ça, c'est la loi de Coulomb pour la composante normale. Celles qui vont nous intéresser de plus de loi de Coulomb, c'est celle pour la composante tangentielle. Donc là, il faut différencier le cas de l'adhérence. Donc ouais, là on commence par l'adhérence. En cas d'adhérence ou de non-glissement, donc c'est-à-dire l'adhérence, les lois de Coulomb nous donnent que la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1 est nulle, donc ça nous le connaissions, hein. Et de plus, dans ce cas, la norme de la composante tangentielle est inférieure à un coefficient fois la norme de la composante normale, et ce coefficient c'est Fs, le coefficient de frottement statique entre les deux solides. Donc voilà ce que nous savons lorsque nous sommes en adhérence. Pour le glissement, les lois sont un peu différentes. Lorsque nous sommes en glissement, on a forcément la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1 qui n'est pas égale au vecteur nul. Et par contre, nous connaissons avec plus de précision la relation entre t, la norme de t et la norme de n. La norme de t et la norme de n sont proportionnelles à un coefficient fd qui est le coefficient de frottement dynamique entre les deux solides. Donc c'est pas exactement le même que le coefficient statique. Et là on avait fs, là on a fd. Donc c'est un coefficient qui dépend en fait des deux solides en contact. Et on a de plus t de même direction et de sens opposé à la vitesse de glissement. Ça, c'est ce que nous avions observé dans les exemples. Je vous rappelle, quand nous avions le solide qui descendait comme ça, on avait la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1 qui était comme ça. Eh bien, l'action tangentielle allait vers la gauche comme ça, était toujours de direction opposée lorsqu'on était en glissement. Donc voilà les lois de Coulomb, et
voyons maintenant comment nous allons les appliquer. Alors juste une petite remarque, Fs est toujours légèrement supérieur à Fd. Mais selon les exercices, on confondra des fois, par exemple, on ne les différenciera pas. Des fois on dira Fs égale Fd et on appellera ça F. Ou il y a des exercices où on les différenciera. Donc nous, tant qu'on nous dit rien, on les différencie et Fd est un petit peu plus petit que Fs expérimentalement. Donc comment appliquer les lois de Coulomb? Eh bien en fait c'est un peu compliqué parce qu'on a deux lois qui dépendent de si on est en glissement ou si on est en adhérence, et qu'au cours d'une situation, un solide peut glisser puis devenir adhérent ou l'inverse. Donc en fait, je vous conseille d'appliquer cette méthode suivante pour les lois de Coulomb. En fait c'est un petit peu un raisonnement non linéaire, c'est-à-dire que on va devoir passer d'un état d'adhérence. On peut être soit en état d'adhérence, soit en état de glissement. Et on doit commencer notre étude de notre problème dans un des états, en fonction de la situation étudiée, et voir si on y reste ou si on y sort. Alors l'adhérence, ça veut dire que la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1 est nulle, et que la norme de la composante tangentielle est plus petite que Fs fois n. Et on en sortira, eh bien, quand la norme de t, donc la condition de sortie de l'adhérence, c'est quand la norme de t sera égale à Fs fois la norme de n. On se retrouvera alors en glissement, où là la vitesse de glissement sera différente de 0. Je vais juste me mettre dans la même couleur que tout à l'heure. La vitesse de glissement sera non nulle, et t égale fdn. On avait juste un non nul et t qui est égal à fdn. Et quand est-ce qu'on sort du glissement pour retourner dans l'adhérence? Eh bien, quand la vitesse de glissement est nulle. Donc ça, c'est vraiment ce diagramme qu'il faut retenir. C'est lui qui va vous permettre de résoudre les exercices. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, en fonction de l'exercice, dire, bon, au début, on commence là-dedans. Et puis, on applique des lois de la mécanique, comme le PFD, avec les lois de Coulomb. Mais attention, si on change d'état, c'est-à-dire si par exemple t devient égal à Fsn, attention, on passe au niveau du glissement, et donc les règles du jeu changent, et on applique à nouveau la seconde de Newton, on voit ce qui se passe, et on regagne la vitesse de glissement. Tout ce qu'on est en train d'écrire est vrai tant que la vitesse de glissement est non nulle. Si la vitesse de glissement redevient nulle, eh bien on repasse au niveau de l'adhérence, et on réétudie avec les nouvelles règles. Donc voilà un petit peu comment on applique les lois de Coulomb, et on va faire ça maintenant dans des exercices pour voir. Et là, on va commencer avec un exercice d'application directe. Considérons un solide S sur un plan incliné. Hop. Donc là, vous avez votre solide S. Il a un coefficient de frottement statique Fs avec le socle, un coefficient de frottement dynamique Fd. Et S a été déposé sans vitesse initiale sur le support. Et on nous demande de déterminer les angles d'inclinaison du plan incliné qui permettent à S d'adhérer. C'est-à-dire, là, est-ce que dans cette situation, le solide peut vraiment adhérer ou est-ce qu'il glisse? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, on commence, enfin c'est pas une hypothèse, c'est étudions l'état d'adhérence, puisque c'est ce qu'on nous demande. Étudions l'état d'adhérence. Donc l'état d'adhérence, on est là. Donc la vitesse de glissement est nulle, et t est inférieure à Fs fois n. Donc, on se met dans le référentiel du support, donc c'est le référentiel terrestre galiléen, et on étudie le système S qui adhère sur le support. Alors une conséquence de ça, c'est directement que la vitesse V de S est égale à 0, puisque c'est aussi la vitesse de glissement, la vitesse de S par rapport au support, enfin la vitesse de S dans le référentiel terrestre galiléen, c'est la vitesse de S par rapport au support, et donc c'est la vitesse de glissement. Donc ça, et on est à l'équilibre, donc à l'équilibre, on va écrire la seconde loi de Newton. Alors on va faire le bilan des forces. Le bilan des forces qui s'exercent sur S, eh bien il y a le poids.
Et puis, il y a les actions de contact du sol sur S, donc l'action normale, et l'action tangentielle qui l'empêche de tomber, donc ici, elle est ainsi. Donc voilà les actions qui s'exercent, et donc à l'équilibre, P plus T plus N est égal à la masse fois l'accélération de S, mais ici elle est nulle. Alors, on va se donner un repère pour projeter cette égalité, pour essayer de voir à quelles conditions on peut rester dans cet adhérent et qu'on ne va pas glisser, puisque c'est le but, c'est de trouver toutes les valeurs de alpha qui font qu'on ne glisse pas. Alors, on va projeter, pour cela on va introduire une nouvelle base, donc on peut introduire astucieusement cette base EX, EY, de telle sorte que, alors, là on va redessiner la verticale. Si on analyse bien la situation, là on a l'angle, donc là on a pi sur 2 moins alpha qui est ici, puisque là on a un angle droit comme ça, et donc maintenant si on revient maintenant dans ce triangle là, là on a un angle droit, là il y a pi sur 2 moins alpha, donc là on retrouve l'angle alpha. Ce qui permet de projeter le poids sur EX et EY. Sur EY, le poids va se projeter en moins mg cos alpha, puisque vous voyez que le poids va vers le bas alors que Y est plutôt vers le haut, et sur EX on va avoir mg sinus alpha. Donc voilà la projection du poids dans EX, EY. T qui est ici, vous voyez qu'il est dans le sens opposé de EX, donc je peux l'écrire comme moins T et 0, donc avec T qui est en fait une grandeur positive qui est la norme de T, et N, si on regarde bien, il est dans le même sens que EY, donc je peux l'écrire comme ça. Et donc ça, c'est égal au vecteur nul, donc, et N, c'est bien sûr la norme de N. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que je vais avoir l'écriture de T qui va être égale à mg sinus alpha, si je projette suivant X, et l'écriture de N qui vaut mg cos alpha. Alors vous voyez, je vous ai dit, les lois de Coulomb ne permettent pas forcément de déterminer T et N, mais par contre, quand vous appliquez un PFD avec la connaissance des lois de Coulomb, vous pouvez les déterminer. Vous de ce que nous avions dit, nous avions l'adhérence et le glissement. Et le passage entre les deux se faisait quand T était égal à Fs fois N. Donc ça, c'est ce que nous avions écrit au-dessus. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on va rester dans l'état d'adhérence tant que T est plus petit que Fs fois N. Et donc ça va être équivalent avec ce que nous venons de voir, à ce que mg sinus alpha soit plus petit que fsmg cos alpha, et ça, si je peux simplifier par mg à gauche et à droite, faire passer le cos alpha, et tant que tangente alpha sera inférieur à fs, ou autrement dit, tant que alpha sera plus petit que arctangente de fs. Donc voilà le résultat remarquable. On va rester dans si on est adhérent initialement, eh bien on restera adhérent tant que alpha est plus petit qu'arctangente de fs. C'est-à-dire que si j'augmente progressivement, imaginons que que mon solide S adhère sur la paroi, je vais augmenter progressivement alpha, et tant que alpha sera plus petit qu'arctangente de fs, S adhère, et quand alpha est égal à arctangente de fs, S va commencer à glisser. Et alors il y a quelque chose de remarquable, c'est que par exemple, cette valeur limite, ce que je peux appeler ce alpha limite, il est indépendant de la masse de S. Ce qui n'était pas forcément complètement intuitif au départ. On aurait pu se dire que plus le solide S ici était massif, et plus plus on pourrait aller à des angles élevés avant qu'il ne se mette à glisser. Eh bien non. Le résultat est indépendant de la masse, il ne dépend que de Fs, et Fs dépend de la nature des solides en contact, de la nature des surfaces en contact, notamment des matériaux des deux solides en contact, de l'état de surface de ces deux matériaux, mais pas de la masse du solide S. Donc voilà un premier résultat intéressant que nous venons de démontrer. Et donc par la suite, nous traiterons d'autres exemples où nous mettrons en œuvre les lois de Coulomb.